Avant qu'on présente Ferme d'avenir et qu'on discute du film, je voudrais savoir ce que vous en avez pensé de ce film. Moi, personnellement ? Ouais, personnellement, on s'est croisés juste là, on a échangé 2 mots. On a commencé là-dessus. Et voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Vous aviez l'air ému. Ouais. Est-ce que c'est Oui, c'est vrai, je vous disais, quand on s'est croisés, moi, c'est la 2e fois que je le vois. Ouais. Et j'ai un sentiment effectivement d'émotion et de puissance. Parce que c'est comme ils disent dans la bande-annonce, en fait, des films sur l'environnement, on en voit plein. Et il n'y en a pas beaucoup qui nous donnent un sentiment d'espoir et vraiment d'action et qu'on peut faire quelque chose pour changer ça. Et moi, ça m'émeut beaucoup. C'est aussi à titre personnel. Je me dis que je suis au bon endroit, là où je suis chez Ferme d'avenir. Je suis contente de contribuer à ce mouvement-là. Donc c'est très personnel, mais c'est vrai que la fin, bon après c'est le storytelling à l'américaine, ils sont très très doués pour ce genre de film, mais voilà, je suis émue et je me sens alignée. Et vous m'avez dit aussi que ça tenait la route sur les informations qui sont diffusées. Oui, tout à fait. Moi, je suis pas agronome ni agricultrice à titre personnel, mais de ce que les agronomes de mon association me disent, c'est que c'est tout à fait effectivement solide scientifiquement parlant. Ce qu'ils vous disent sur le mécanisme du sol, la vie du carbone, même les idées préreçues qu'on peut avoir sur la place de l'élevage, le changement climatique, tout ça. Vous pouvez faire confiance à ce qui est avancé dans le film. Ok. Bon, on va revenir sur ces détails-là, enfin sur ces points-là. Ferme d'avenir, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça existe depuis quand ? Et qu'est-ce que vous faites ? Alors, Ferme d'avenir, nous, on est une association de soutien à l'agroécologie, qui est un petit peu l'autre nom qu'on peut donner à l'agriculture régénérative qui a été choisi dans le film. On fêtera nos 10 ans l'année prochaine. On est une 20aine de salariés basés en France, à Paris et en province. Et notre mission, c'est de faire pousser des fermes, comme vous avez vu dans le film, partout en France. Donc on est à la fois sur la thématique de préservation des sols, mais aussi de limitation des intrants et de promouvoir ce type d'agriculture. On le fait au travers de 3 grands champs d'action. Le premier, c'est qu'on outille les agriculteurs, un petit peu comme on voit là, le Ray va faire des conférences pour parler aux agriculteurs. Nous, on va donner aussi des outils aux agriculteurs français pour se sensibiliser à ce type d'agriculture. On n'est pas une association qui faisons beaucoup de techniques, on est plus sur les modèles. Donc comment on va équilibrer un modèle de ferme sur l'aspect environnemental, mais aussi social et économique. Donc on va produire des podcasts, des vidéos, organiser des conférences, faire des référentiels qu'on va mettre en open source sur notre site internet pour que les agriculteurs et les porteurs de projets donc, qui vont s'installer puissent venir se nourrir et définir un peu le modèle de ferme sur lequel ils veulent s'installer. Ensuite, notre deuxième champ d'action, c'est de former les futurs agriculteurs, notamment à des pratiques de maraîchage qui sont vertueuses. On les forme à la théorie et à la pratique pour être sûr que quand ils vont s'installer, ils vont avoir toutes les clés de réussite en main pour que leur installation soit un succès. Vous avez peut-être déjà entendu parler du programme de compagnonnage de Ferme d'avenir, qui est une formation qui intègre notamment des personnes réfugiées. Donc on forme des compagnons français et des compagnons réfugiés à ce type d'agriculture. Et notre troisième métier, c'est d'accompagner les projets. Donc on a différents types de projets qu'on peut accompagner. Par exemple, on fait de l'agroforesterie. Donc on va aller voir des agriculteurs, leur expliquer pourquoi il faut planter des arbres et les aider à faire financer les arbres. On va nous s'occuper de toute la partie design, de où on va planter les arbres, quelle essence, etc. sur leur ferme. Et on va faire financer leurs arbres par des mécènes, parce qu'en général, ça représente un certain budget. Et on peut aussi être amené à accompagner des projets publics ou privés. Par exemple, demain, la ville de Courbevoie aurait un foncier de 1 hectare et se dirait, tiens, au lieu que ce soit un terrain vague, je voudrais que ce soit une ferme pour alimenter la cantine scolaire. Et ils vont faire appel à une association comme Ferme d'avenir pour faire tout le design du projet, recruter le porteur de projet, le former, etc. En gros, faire sortir la ferme de terre. Donc on peut faire ça aussi pour des entreprises privées qui ont peut-être
peut-être des fois déjà des filières en place, mais qui veulent emmener leurs agriculteurs vers ce type d'agriculture. Et donc voilà un petit peu l'étendue de ce qu'on fait. Et très prochainement, on va aussi se rapprocher de plus en plus de la plateforme Bluebees, qui est une plateforme de financement participatif et qui permet à des citoyens comme vous d'aider des agriculteurs à se lancer dans des projets d'agroécologie ou d'agriculture régénérative. Et donc, c'est une plateforme qui fait le lien en fait entre des projets à financer et des citoyens qui ont une épargne à mettre soit dans du don, soit dans du prêt pour des projets d'agriculture comme ça. Ça représente un réseau de combien de fermes ? Alors nous, depuis 10 ans, on a travaillé et échangé avec 1 millier de fermes en France. Donc on n'est pas un réseau formel auprès duquel des agriculteurs vont adhérer. On est plutôt une communauté informelle de fermes. Donc on en a à peu près 1 millier. Et il y en a un tiers qui sont référencés sur une carte sur notre site internet où donc vous pouvez retrouver la fiche d'identité de la ferme, quelles pratiques elle met en place, quelles sont ses productions et quel niveau elle atteint d'un point de vue social ou environnemental. Ce sont des petites fermes, elles produisent quoi ? Alors historiquement, Ferme d'Avenir, on était beaucoup sur des micro-fermes maraîchères. De par notre histoire, parce que le projet fondateur de Ferme d'Avenir, c'était une micro-ferme maraîchère, donc en fait on communiquait beaucoup sur ces enjeux-là, mais de plus en plus on est sollicité par tout type de production. On a des éleveurs, des céréaliers, des maraîchers, des arboriculteurs, voire même des productions un peu farfelues. On peut avoir des producteurs d'escargots qui viennent nous voir, et toute taille. Donc effectivement, on a encore beaucoup de fermes qui sont à petite taille, mais on a aussi des agriculteurs en polyculture élevage qui ont une centaine d'hectares, voire plus. D'accord, et ça peut être des fermes du monde conventionnel qui veulent se convertir ou pas forcément ? Ou la plupart du temps, c'est déjà des gens qui sont dans la bio et qui veulent pousser plus loin leur démarche ? Nous, on a un réseau de fermes vraiment engagées. Donc on a beaucoup de gens soit qui s'installent ou qui sont installés récemment, ou alors des gens qui vont par exemple avoir hérité de la ferme de leurs parents ou de leurs grands-parents et qui en fait c'est l'occasion de repartir avec un œil neuf et de remettre plein de choses en question, et ça se fait en général progressivement. Et donc c'est ces gens-là qui viennent à nous. Après, ça nous est arrivé aussi de travailler avec des gens qui étaient relativement conventionnels mais qui s'approchait de cet univers-là, effectivement, soit par la conservation des sols, soit par l'agroforesterie. Donc on peut avoir notamment des lauréats de nos concours qui sont des céréaliers qui ont envie de remettre l'arbre au cœur de leur modèle, et donc on va aider à financer pour planter des arbres. Donc on a quand même un réseau de fermes engagées, mais on essaye de ne pas avoir une approche dogmatique en disant « Ah bah non, toi t'es pas certifié bio, donc on ne te parle pas et on veut rien avoir à faire avec toi ». Au contraire, on essaye d'avoir une approche à la fois ambitieuse et pragmatique, et donc d'ouvrir la porte à tout le monde pour faire changer les états d'esprit, parce que si on parle que aux gens qui sont déjà convaincus, ça va pas faire avancer le public. Bon, est-ce que vous vous retrouvez comme le monsieur du début face à des publics d'agriculteurs qui sont comme ça, tous des messieurs et qui comprennent pas ce que vous dites ou qui sont contre? Ça vous arrive? Elle était marrante cette scène. Je me suis posé cette question-là en la voyant. Est-ce que ça vous arrive vous aussi? Alors je pense que le monde agricole français est assez proche de ça. Effectivement, c'est très masculin, c'est pas forcément très jeune. Après, nous, à titre personnel, Ferme d'Avenir, on va pas forcément faire des conférences comme ça techniques auprès d'un parterre d'agriculteurs. Nous, on est vraiment sur un autre positionnement, mais effectivement, nos partenaires techniques, eux, c'est effectivement ce genre de public auquel ils s'adressent. Et effectivement, je pense que c'est les mêmes freins partout, des freins d'a priori, d'éducation. Enfin, c'est pas facile quand on a fait pendant 10, 20, 30 ans d'une certaine manière, et qu'il y a des petits jeunes, en plus nous, relativement urbains, on se fait taxer de bobos, qui viennent dire « bah non, en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire différemment ». Forcément, il y a des a priori, et c'est pour ça qu'il faut pas y aller de cette manière-là. Et donc, voilà. Oui, effectivement, c'est une scène qui m'a fait sourire aussi. Alors, l'agroécologie, pour vous, c'est quoi votre définition à Ferme d'Avenir de l'agroécologie ? Alors, la définition de l'agroécologie, c'est pas une question simple, parce que contrairement à l'agriculture bio, il n'y a pas de cahier des charges de l'agroécologie. C'est un mot qui peut être utilisé par tout un tas d'acteurs et qui recouvre plusieurs réalités différentes. Et donc, face à ça, Ferme d'Avenir, nous, en tant qu'association, on s'est posé la question, pour nous,
qu'est-ce que c'est l'agroécologie. Et donc pour véhiculer notre vision, on a imaginé un outil pédagogique qu'on a appelé la fleur de l'agroécologie et qui liste un peu les 12 enjeux qui pour nous sont majeurs si on veut arriver à construire des systèmes agricoles et alimentaires soutenables, et qu'on a un petit peu essayé de présenter de manière visuelle et pédagogique. Et donc dans ce qui est par exemple environnemental, on va retrouver évidemment la lutte contre le changement climatique, mais aussi la préservation des ressources, la préservation du sol et la préservation de la biodiversité. Dans tout ce qui va être social, on va aussi avoir la connexion au territoire, déjà aussi fournir des aliments et d'une production en quantité suffisante, parce que le but c'est aussi et avant tout de nourrir les hommes. De la santé publique, préserver la santé publique, faire attention au goût. Donc tout ça, c'est des enjeux qui sont importants. Et puis il y a aussi les enjeux économiques qui sont importants. Corab Brown, il en parle. Ça, c'est génial, mais il faut aussi avoir des fermes qui puissent vivre de leur métier et avoir des agriculteurs qui peuvent vivre de leur métier. Donc on essaye aussi de promouvoir les enjeux économiques comme avoir une bonne rémunération et des conditions de travail dignes pour les agriculteurs, des fermes qui sont autonomes sur leur territoire, des fermes qui sont résilientes, qui peuvent absorber un choc, qu'il soit économique ou climatique. Et donc, voilà, c'est vraiment tous ces enjeux-là qu'on essaye de présenter. Et en fait, si je devais résumer, pour nous, une ferme agroécologique, c'est une ferme qui permet de nourrir la population en quantité et en qualité, tout en préservant le patrimoine naturel planétaire et en permettant à l'agriculteur de vivre de son métier. Donc voilà, la ferme parfaite qui arrive à faire tout ça en même temps de manière parfaite sur tous les enjeux, elle n'existe pas. Mais en tout cas, des fermes qui essayent d'être qui vont le plus loin possible sur une majorité d'enjeux, nous on en a plein dans notre réseau et c'est justement à ça qu'on sert, c'est de les mettre en lumière, de les aider à aller encore plus loin et de les mettre en réseau entre elles. Elle en est où, l'agroécologie en France aujourd'hui? On voit Stéphane Le Foll aussi, ex-ministre de l'Agriculture. Bon, là, c'est au moment de la COP21 avec un traité international, mais il a aussi défendu l'agroécologie. Est-ce que il a eu un plan dans ce sens-là? Est-ce que ça a donné quelque chose? Est-ce qu'il y a une volonté politique aujourd'hui où l'élan lié à l'agroécologie, il vient surtout d'ONG comme la vôtre? Oui, ça vient beaucoup d'ONG. C'est vrai que ça va jamais assez vite. Je ne saurais pas vous dire exactement l'initiative 4 pour 1000 où il en est, mais on va dire, si je devais caricaturer vraiment, il y a deux grands mouvements dans ce qu'on peut appeler l'agroécologie. Il y a tout ce qui est agriculture bio. Donc ça, vous en avez déjà beaucoup entendu parler. C'est le fait d'arrêter de mettre des intrants, de mettre des pesticides, de mettre des engrais. Et donc ça, c'est assez bien documenté. On sait aujourd'hui à peu près 10% de la surface agricole utile en France qui est en bio. Il y a à peu près, je crois que c'est 6-8% de nos consommations qui est bio, mais en parallèle, en fait, on peut être en bio, mais continuer de labourer ses sols. On peut arrêter de mettre des intrants, arrêter de mettre des pesticides, arrêter de mettre des engrais, mais labourer son sol. Et donc, en parallèle, il y a le deuxième grand mouvement qui est l'agriculture de conservation, qui là va arrêter de labourer, va couvrir le sol en permanence, mais qui, en fonction des productions, va parfois être encore un petit peu dépendante d'intrants. Et ce qui est très difficile, c'est d'arriver à faire les deux, d'être à la fois en bio et en conservation des sols. Donc en fonction des productions, c'est faisable. Par exemple, tout ce qui est maraîchage, c'est des choses qui sont documentées, qui existent, qui se font de manière très bien. Il y a notamment le mouvement maraîchage sur sol vivant qui prend beaucoup d'ampleur, et nous, on a une grande majorité maintenant de tous les porteurs de projets qui viennent nous voir et qui veulent s'installer en maraîchage sur sol vivant. Donc ça, c'est un point hyper positif. Maintenant, il y a d'autres cultures pour lesquelles c'est encore un petit peu compliqué. Je pense notamment à tout ce qui est grande culture, céréales, etc. Techniquement, on n'y est pas encore. Et voilà, je pense que même s'il y a de plus en plus d'engouement, à la fois de la part des consommateurs et de la part des jeunes qui veulent s'installer, ou même des moins jeunes, économiquement, c'est pas encore si facile. Il y a encore des enjeux pour arriver à équilibrer les modèles, arriver à en vivre, en travaillant sur un laps de temps qui est relativement raisonnable. Donc c'est pas des modèles qui sont simples à trouver. C'est plus difficile de gagner sa vie sans labour et en agroécologie, etc., que dans un système plus classique?
Je pense qu'il faut pas faire de généralité. Je pense que ça dépend déjà beaucoup des productions, ça dépend des modèles, de si on est sur des filières longues ou courtes. Effectivement, on gagne mieux sa vie si on est sur des filières courtes, c'est-à-dire qu'on a moins d'intermédiaires et on va par exemple vendre en circuit court. Mais enfin, les modèles sont tellement différents que c'est pas facile de faire une généralité. Et est-ce que les produits cultivés en agroécologie sont reconnaissables par les consommateurs ? Moi, si je veux choisir des produits qui sont issus de cette agriculture-là, bon, le bio ne me garantit pas que ça le soit. Donc, est-ce qu'il y a un système de label ou alors est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus ? Alors le bio c'est quand même déjà super. Enfin effectivement le bio c'est pas parfait. Nous on considère que c'est un plancher, que c'est pas un plafond, mais c'est déjà un très bon plancher. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est le seul label pour le grand public qui si demain vous allez dans votre supermarché, qui vous garantit que vous avez déjà un produit de qualité qui respecte certains des enjeux que j'ai énoncés plus tôt, pas tous mais certains. Il n'y a pas de label pour l'instant agroécologique, il y a des labels qui commencent à aller plus loin. D'ailleurs, là, il y a un nouveau label bio qui commence à aller un petit peu plus loin, qui a été annoncé la semaine dernière et qui permet de prendre en considération également d'autres facteurs comme la vie du sol, etc. Mais c'est pas encore généralisé. Il n'y a pas de label où vous êtes sûr, par exemple, que la viande que vous mangez, elle a été élevée à l'herbe ou en pâturage tournant, comme vous avez vu dans le film. Ça n'existe pas encore. J'espère que ça va se développer. Par contre, effectivement, si vous passez en circuit court, ou auprès de fermes de la région parisienne, qui peuvent être dans le Val d'Oise ou dans les Yvelines, que vous passez en direct et que vous échangez avec votre agriculteur pour connaître ses pratiques, là, vous pouvez être sûr que vous êtes sur un système qui est plus vertueux. Donc c'est peut-être encore la meilleure manière. Et il y a de plus en plus de plateformes qui permettent de mettre en contact le grand public avec ce genre d'agriculteurs. Il y a La Ruche qui dit oui, que vous devez connaître, mais il y a notamment À l'Ancienne aussi, qui est une plateforme qui va livrer chez vous le soir des produits qui ont été cueillis dans des fermes vraiment très avancées d'un point de vue environnemental. Donc voilà, il y a de plus en plus de solutions qui permettent de consommer mieux. Voilà, qui ne sont pas des labels, mais qui fonctionnent comme tels finalement. Presque, ouais. Voilà, c'est ça, qui nous permettent de faire nos courses relativement facilement, pas comme au supermarché, mais quand même de façon simple, avec des producteurs choisis en fonction de critères de cet ordre-là. Ok. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans un ou deux exemples justement de fermes de votre réseau qui sont en maraîchage vivant d'abord? Maraîchage sur sol vivant. Faites-nous rêver, racontez-nous une merveilleuse ferme. Je ne vais pas pouvoir vous raconter des milliers de choses, mais oui, on a pas mal de fermes. On en a notamment en Normandie. L'année dernière, on a organisé un concours sur la région Normandie pour justement identifier ces pépites de ferme et les récompenser. Donc on a le jardin de demain qui a été un jardin, une des fermes lauréates dans la catégorie maraîchage, qui est une ferme, c'est une super histoire. Ses parents, ils étaient éleveurs et céréaliers en Normandie, et Guillaume a récupéré 2 hectares sur la ferme de ses parents, où là il fait du maraîchage sur sol vivant. Donc vous avez compris les 2 grands axes de l'agriculture de conservation, c'est 1, on arrête de travailler le sol, donc pas de labour, et 2, on le couvre en permanence. Donc voilà, ça s'applique dans le maraîchage, c'est-à-dire qu'on va planter des légumes, en général sur des fermes où on cultive une grande variété de légumes, plusieurs dizaines de légumes, tout en couvrant le sol. Donc on va couvrir le sol avec du paillage, que ce soit de la paille, des feuilles mortes, du fumier, tout un tas du compost, de débris végétaux pour constamment couvrir le sol. Et donc oui, voilà, je peux vous citer la ferme des Gobettes qui fait ça aussi pas très loin. On a le Champ des Treules qui est une des fermes sur lesquelles on accueille des compagnons français et réfugiés pour les former. Donc c'est des fermes effectivement quand on va les visiter qui fourmillent de vie, avec des arbres aussi. Elles font très souvent de l'agroforesterie, donc au milieu de leur rangée de légumes, il y a des arbres qui poussent. Elles font parfois souvent aussi des poules pondeuses pour justement compléter un petit peu les revenus, et puis pour que, comme c'est expliqué dans le film, les déchets
déjection des poules puisse alimenter aussi ce cercle vertueux. Donc nous, on est vraiment effectivement sur des modèles comme ça dans notre réseau. Et le pâturage tournant dynamique qu'on voit illustré aussi dans le film, c'est une pratique qui existe en France dans votre réseau ? Bien sûr. Nous, on en a plusieurs qui font ça. On a la ferme Larousse au Pays Basque, on a la ferme de l'Aïa en Auvergne. On a, je crois aussi, des candidats de notre concours en Normandie qui le faisait. Donc après, vous voyez là les images un peu catastrophiques où on voit les feedlots aux États-Unis. Nous, l'agriculture en France, quand même, elle est pas aussi catastrophique. Elle ressemble pas beaucoup à ça. Il y a quand même encore beaucoup de pâturage extensif, donc qui est pas forcément du pâturage tournant dynamique, mais qui est quand même moins pire que les gros feedlots qu'on voit, qui représentent l'essentiel de l'élevage aux États-Unis. Nous, on a feedlots, donc c'est ces enclos de vaches où elles sont des milliers. Bon, voilà. Nous, on a quand même beaucoup de prairies en France, ce qui est quand même moins pire, mais effectivement, ça peut être des prairies qui sont surpâturées. Et donc, ce qu'ils expliquent très bien dans le reportage, c'est que ils essayent d'imiter de faire du biomimétisme, tout simplement d'imiter la nature et le déplacement des troupeaux de bisons, où effectivement, quand il y avait des millions de bisons, il n'y avait pas forcément de problème environnemental. Donc le problème ne vient pas forcément de l'animal, mais de comment il est élevé, de comment il s'alimente et de comment il peut tourner sur le territoire, que ce soit à l'échelle d'une ferme ou d'une région. Et donc le pâturage, comme vous l'avez vu, c'est le principe de découper la ferme en plusieurs paddock sur lequel on va faire tourner l'animal pour pas qu'il surpâture la parcelle et qu'il puisse revenir pas avant plusieurs mois, et que du coup ça stimule à la fois la pousse de l'herbe, ça apporte des déjections au sol, ça nourrisse le sol et ça capte du carbone. Et donc nous on en a un certain nombre, enfin quelques-unes aussi qui font ça. Ça se développe de plus en plus. Pas seulement pour les vaches, mais pour les ovins aussi, c'est ça. Oui, okay. Mais même pour les poules aussi. Nous, on a une ferme qui s'appelle la ferme des Gun Girls, qui est en Normandie, et qui, c'est deux trentenaires parisiennes qui ont tout plaqué, qui travaillent dans le marketing et la pub, et qui sont parties lancer leur ferme en Normandie, et qui font des poules en pâturage tournant. Donc elles ont, on voit des poulaillers mobiles qui vont se déplacer tous les jours, et qui donc c'est le même principe que pour les vaches, et donc qui vont à la fois consommer ce qu'il y a sur place, et donc ils vont pas être élevés au grain, mais juste avec ce qu'on va trouver sur la parcelle, et qui vont par leur déjection alimenter et nourrir le sol. Comment elles s'appellent ? Redites-moi leur nom. Les Gun Girls, parce qu'elles sont à Gunville en Auge. D'accord. Donc elles ont un super branding qui leur permet donc de se faire connaître d'une manière un peu plus fun sur le territoire, d'avoir des œufs qui sont vraiment à la fois très bons en goût et vertueux d'un point de vue environnemental, mais aussi avec une communication un peu léchée, parce que c'était leur métier d'avant. Et donc, ça leur permet aussi de se démarquer et d'apporter une plus-value sur le territoire. Bon, des vrais bobos qui réussissent leur conversion. Mais qui apportent aussi quelque chose, parce que, à l'air de rien, elles vont bien maîtriser la commercialisation, elles vont bien maîtriser aussi la communication, et ça, c'est important aussi, parce que les agriculteurs, c'est des paysans, c'est des agronomes, mais c'est aussi des commerçants, ça devrait être aussi des communicants. C'est des entrepreneurs, donc c'est important de savoir tout maîtriser. Surtout quand on essaie de faire bien les choses, il faut le faire savoir bien sûr possible. Alors vous travaillez justement, en parlant de faire savoir les choses, sur aussi un système de comptabilité socio-environnementale. Oui. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça n'a pas l'air très sexy quand on en parle comme ça. C'est donc un concept que Ferme d'Avenir n'a pas inventé, mais qu'on a repris et qu'on adapte à l'agriculture. En général, pour introduire ce concept, j'utilise un peu le parallélisme qu'on peut avoir avec le PIB d'un pays. Demain, il y a quelqu'un qui a un cancer ou il y a une marée noire. Ironiquement, ça va générer du PIB par l'activité économique que ça va générer, pour soigner la personne, pour aller nettoyer la marée noire. Même si c'est un désastre d'un point de vue humain, social ou environnemental, ça va générer une activité économique. Et donc, il y a des pays qui réfléchissent à des indicateurs alternatifs pour mesurer, entre guillemets, différemment
notre croissance, qui n'est pas seulement une croissance économique, mais qui peut être aussi une croissance du facteur humain, une croissance du capital planétaire, etc. Donc, on a notamment, je crois, le Bhoutan qui calcule je crois, c'est l'IDH, qui prend en compte l'éducation du pays, le bien-être, le capital naturel, etc. Et donc, ce concept-là, il s'applique aussi au niveau d'une entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on calcule, d'un point de vue vraiment comptable, la santé d'une entreprise, on prend uniquement en compte des indicateurs financiers. On va prendre le chiffre d'affaires, on va prendre le bénéfice, ce genre d'indicateur. On ne prend pas du tout en compte est-ce que c'est une entreprise qui va détériorer le capital naturel ou qui va détériorer le capital social, etc. Et il y a des mouvements qui se mettent en marche et qui vont essayer de calculer différemment ce qu'une entreprise va apporter à la société en prenant en compte également les capitaux humains et les capitaux sociaux. Est-ce que c'est une entreprise qui va dégrader ce capital ou qui va au contraire c'est pas le régénérer, mais l'enrichir? Et ça s'appelle, tout ce mouvement-là s'appelle la comptabilité socio-environnementale. Et nous, Ferme d'Avenir, il y a plusieurs méthodologies qui existent, mais on s'est emparé d'une méthodologie qui s'appelle la méthodologie CARE et qu'on va appliquer sur des fermes du style que vous avez vu dans le film pour essayer de mettre un chiffre derrière toute cette régénération qu'elles apportent. D'un point de vue comptable, comment on peut le chiffrer? Et c'est intéressant parce que dans certains cercles, vous allez pouvoir dire que ce sont des fermes qui vont régénérer le sol ou régénérer l'air, capter du carbone. Ça va pas forcément les intéresser s'il n'y a pas un prix derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à mettre un prix au capital naturel que vous allez sauvegarder, voire que vous allez régénérer, et pareil pour le capital social. Donc c'est ça qu'on fait à travers notre programme de recherche de comptabilité socio-environnementale. D'accord, mais ce que je comprends pas, c'est que ce prix, il est déterminé donc dans ce programme CARE et ce système de comptabilité. On donne un prix à un service rendu à la nature par l'agriculteur, par exemple, mais il va servir à quoi après? On peut le mettre en avant? Non, pour l'instant, c'est vraiment très expérimental. D'accord. C'est quelque chose, c'est plus l'argent que c'est pas vraiment un prix sur un service. On va pas dire, par exemple, une abeille, ça vaut tant. C'est plus l'argent que vous auriez dû mettre pour préserver ce capital. Et donc, pour l'instant, c'est plus, on fait ça sur une petite dizaine de fermes en France, donc c'est très, très expérimental encore, mais c'est plus pour essayer ensuite d'enrichir notre plaidoyer et quand on va dans des cercles politiques ou des cercles économiques, arriver à présenter un petit peu la valeur ajoutée que ça peut apporter. Mais on ne sait pas encore du tout sur une communication grand public ou sur un système de label ou quoi que ce soit. C'est vraiment, nous, un programme de recherche-action. D'accord, mais bon, oui, d'où quand même le lien avec ce qu'on disait juste avant, c'est l'importance de la communication et de savoir montrer et révéler les bénéfices de ce genre de démarche. Oui, et puis montrer que les agriculteurs, au travers de leurs fermes, ils permettent aussi de renforcer les services écosystémiques que rendent l'environnement et leurs fermes, et donc qui doivent aussi, que ce serait bien qu'ils soient aussi rémunérés pour ça. Effectivement, ils sont rémunérés directement par la production qu'ils vendent. Parfois, ils ont des allocations. Par exemple, au travers de la PAC, c'est des allocations qui sont proportionnelles à leur surface. Et nous, on milite pour que soient pris en compte les services écosystémiques qu'ils rendent, ce qui permettrait d'avoir une plus grande rémunération si vous rendez des services écosystémiques, si vous contribuez à dépolluer les eaux, si vous contribuez à fournir des aliments sains, si vous contribuez à stocker du carbone, et à avoir moins de rémunération si au contraire vous favorisez pas ces services écosystémiques. Voilà, c'est une façon de leur donner de la reconnaissance alors qu'on sait que c'est une population très en souffrance. Voilà, on connaît le taux des suicides qui est énorme chez les agriculteurs, peut-être sûrement pas chez ceux de Ferme d'Avenir qui sont peut-être plus heureux dans leur métier parce qu'ils seront vers une démarche d'avenir, etc. Mais voilà, c'est aussi une façon de reconnaître ce qu'ils apportent à l'ensemble de la vie sur Terre, quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on milite, tout à fait. Okay. Un dernier exemple de ce que vous faites aussi, qui est vaste, c'est vous accompagnez en ce moment une marque du bio
dont on a. Ouais. Oh, Non, vous si, pouvez pas encore nous dire le je nom, peux c'est dire, ça, en fait, finalement on a été approché par une marque qui s'appelle Provamel, qui est une marque du groupe Danone. Alors peut-être si certains d'entre vous ont l'habitude de faire leurs courses dans un supermarché bio type La Vie Claire, où vous pouvez retrouver leurs produits. C'est une marque de lait végétaux, donc lait d'avoine, lait d'amande, lait de noisette. Et ils nous ont marque bio. Et effectivement, donc c'est donc déjà très bien, comme je l'expliquais avant. Et en fait, ils sont venus vers nous en disant voilà, nous on est déjà une marque bio, mais on veut aller encore plus loin, on veut aller vers l'agriculture régénérative. Et donc comment on fait? Et donc nous, c'est une marque qu'on accompagne depuis bientôt 2 ans avec des partenaires techniques spécialisés dans le sol pour justement accompagner leur filière sur aller plus loin que le bio. Et donc on est allé faire des diagnostics chez les agriculteurs de leur chaîne d'approvisionnement pour faire déjà l'état de l'art de leur pratique et puis les accompagner vers un changement de pratique. Donc c'est aussi ça qu'on fait chez Ferme d'Avenir, vraiment d'accompagner des filières et des entreprises. Donc là c'est une marque bio, mais demain ça pourrait même être une entreprise qui n'est pas bio, vers des pratiques beaucoup plus en accord avec ce que vous avez pu voir dans le film. Bon, parce que cette marque-là, elle n'est pas propriétaire de terre. Vous allez voir en fait tous les maillons de la chaîne et vous remontez la filière. Exactement, tous les producteurs du coup qui vont fournir, en l'occurrence là du soja ou des noisettes ou des amandes pour faire leurs laits végétaux. Eux c'est des industriels et ils sont pas propriétaires des terres. En fait, ils s'approvisionnent auprès d'agriculteurs. Et c'est la marque elle-même qui finance le travail qui est fait auprès des producteurs, etc., et qui les accompagne dans ce sens. Tout à fait. Ok. Une autre forme de force de changement, en tout cas. Tout à fait. C'est de la vraie RSE pour le coup. C'est parce que c'est pas que de la communication, là, c'est vraiment du changement. Ok. Merci Marion. On peut vous donner la parole maintenant. Est-ce que j'y vois pas grand-chose, mais est-ce que certains d'entre vous veulent poser une question, réagir au film? Oui, par là. Attendez, on va vous donner un micro. Moi, j'étais curieuse de savoir si le film vous avait plu. Monsieur va nous dire d'abord, et puis après peut-être une question si vous voulez. Allô? Bonjour, on vous entend. Bonjour. Oui, le film, oui, j'imagine, je suis pas le seul dans la salle, c'est très américain, mais ça fait plaisir de voir des messages comme ça, quoi. Je voulais savoir si vous aviez une idée de la moyenne d'âge des agriculteurs qui sont dans votre réseau des 1000 fermes, là, dans les 1000 fermes. Ouais, je pense qu'ils ont entre 30 et 40 ans. Ils sont pas très vieux parce que nous, mais historiquement, c'est comme ça que notre réseau s'est construit pour tout un tas de raisons. On est aussi beaucoup sur des porteurs de projets qui s'installent et donc qui sont des gens en reconversion professionnelle, et donc c'est vrai que c'est des agriculteurs qui sont plutôt jeunes. On en a qui sont plus vieux, qui ont plus de 50 ans, etc. Mais en majorité, c'est des gens entre 30 et peut-être 45 ans. Donc c'est des gens qui rentrent dans le métier. En partie, oui. Alors, il y a des gens qui, par exemple, reprennent la ferme de leurs parents ou s'installent en couple, mais qui étaient fils d'agriculteurs ou qui ont fait des études d'agronomie, ou alors carrément des reconversions professionnelles de gens qui travaillaient à la défense et qui changent. Alors, c'est pas que ça, mais c'est une certaine partie de notre réseau. Ouais. Et une deuxième question, c'est par rapport aux structures de formation des agriculteurs ou des agronomes en France. Est-ce que vous avez des relations avec eux? Est-ce que vous essayez de les influencer ou de faire rentrer vos messages dans ces circuits-là, dans ce circuit de formation? Un petit peu, c'est pas notre... Les lycées agricoles, etc. On a des échanges avec certains lycées agricoles. Après, c'est pas notre cœur d'action, donc on n'en a pas beaucoup. Mais on essaye de plus en plus, notamment, pas tant au niveau de leur formation, où il y aurait effectivement beaucoup à faire, mais plus au niveau de ceux qui sortent de là et qui ont envie d'aller plus loin. On a notamment des gens de notre programme de compagnonnage qui sortent de ces réseaux-là et qui ont envie d'apprendre une autre agriculture que celle qu'on leur a apprise dans des cursus classiques et qui rejoignent notre réseau à ce moment-là. Mais nous, on n'a pas d'action vraiment directement dans ces structures-là. On peut pas être partout, donc c'est d'autres associations qui font ça. Ok, et encore une.
Et est-ce que vous avez des relations avec les grandes organisations professionnelles de l'agriculture, genre soit syndicales, soit commerciales, enfin avec des coopératives ou avec des syndicats? Oui, on en a eu beaucoup. En fait, on a fait pas mal de plaidoyers Ferme d'Avenir il y a 4-5 ans. On a sorti un plaidoyer en 2016, une pétition avec 10 propositions de loi, dont une justement sur la formation, faire de l'agroécologie une brique indispensable dans les lycées agricoles et la formation des agronomes et des agriculteurs. Donc c'était une pétition qui avait été signée par plus de 70 000 personnes de mémoire. On a aussi beaucoup participé aux États généraux de l'alimentation. Donc vous avez peut-être entendu parler de Maxime de Rostolan, qui était notre fondateur, donc a été très actif et médiatisé autour de ces sujets-là. Depuis, Maxime est parti de l'association. Il a vogué pour lancer d'autres projets. C'est le cas de le dire, parce qu'il vient de lancer... Oui, c'est ça. Il vient de lancer Salicop. Tout à fait. Des voiliers pour aller en Corse à la voile, justement, voilà, sans consommer de CO2. Et donc, on a eu des échanges avec les ministères, l'Élysée. On a participé, je vous l'ai dit, aux États généraux de l'alimentation. On a eu des échanges avec tous les grands syndicats agricoles, qu'ils soient engagés ou non. Aujourd'hui, on fait moins de plaidoyer, donc on n'en a pas eu depuis 1 an ou 2, je pense. On va essayer de s'y remettre l'année prochaine, mais c'est des actions qui sont pas forcément faciles à faire financer quand on est une association. Donc on en a fait un petit peu moins, et là, voilà, on espère pouvoir en refaire l'année prochaine. Mais il y a plein d'associations qui sont engagées sur ces thématiques-là et qui le font très bien également. Lesquelles, par exemple ? Je pense à Greenpeace, WWF, les Amis de la Terre, toutes ces associations-là. Qui défendent tout ça au niveau politique. Oui, tout à fait. Okay. Et justement, vous parliez de vos financements. Ils viennent d'où, vos financements ? Alors, on a une partie des financements qui vient de entre guillemets, de nos activités économiques. C'est-à-dire que quand on fait des formations, par exemple, nos formations qui sont relativement courtes d'1 semaine, c'est des formations qui sont payantes. Et donc là, tout simplement, les gens qui viennent participer payent leur place. Et donc ça génère les frais d'organisation des formations. Donc quand on travaille avec une entreprise comme ça, privée, ou avec une collectivité qui veut sortir une ferme de terre, on travaille sous forme de prestation de conseil. Et donc c'est l'entreprise ou la collectivité qui va nous payer pour ce travail. Donc ça, notre activité économique, ça doit représenter à peu près 50% de nos revenus. Et l'autre moitié, c'est du mécénat, tout simplement. Donc ça va être des fondations qui vont nous faire des dons pour financer nos activités d'intérêt général. Donc tout ce qu'on va faire auprès des agriculteurs notamment, ou auprès des porteurs de projets, que ce soit une formation directement... par exemple le programme compagnonnage, ou la création de contenu, l'animation du réseau, ou l'agroforesterie quand on va planter des arbres, tout ça c'est vraiment de l'intérêt général, donc on le fait financer par des mécènes. Ça peut être le grand public aussi, on a une cagnotte ouverte sur notre site internet où vous pouvez faire des dons défiscalisés, donc voilà, tout ça c'est les petits ruisseaux qui forment les grandes rivières. Et donc c'est via comme ça Bluebees aussi, sur des projets très pointus, enfin très particuliers de ferme, on peut vous aider aussi. Alors Bluebees, c'est pas financer Ferme d'Avenir, c'est vraiment financer les agriculteurs. Donc demain vous avez un agriculteur qui s'installe et qui a besoin de financement pour creuser une mare, pour monter une serre, pour planter des arbres, pour financer un bâtiment de transformation, pour faire des conserves, je ne sais quoi. Là, ils peuvent lancer une cagnotte sur Bluebees. Donc Bluebees, ils font du don et du prêt participatif. Donc le don, c'est tout simplement, vous faites un don à cette ferme de 10, 5, 50 euros, 100 euros, ce que vous voulez. Et en échange, vous pouvez avoir une contrepartie qui peut être en général un produit de la ferme, un panier, une bouteille, voilà. Donc c'est pas un don. C'est un don avec contrepartie. Et sinon, vous pouvez faire du prêt aussi. Donc c'est du prêt citoyen. Où là, c'est des cagnottes qui sont plus conséquentes du point de vue de l'agriculteur. C'est quand il peut avoir besoin de 50 000, 100 000 euros. Et donc, vous faites un prêt et là, vous allez recevoir des intérêts. Et ça va aider l'agriculteur à financer son projet. Donc, au lieu de placer son argent à la banque, on peut le placer dans une mare, ou c'est ça, la conversion à l'agroécologie, ou la plantation d'arbres sur une ferme via Bluebees. Exactement. Oui. Bonjour, je crois me souvenir que
pour le Bhoutan, c'était le BNB, le bonheur national brut. Super, merci, exactement. Bonheur, merci. Moi, je suis pas très optimiste sur le côté politique, parce qu'on voit Stéphane Le Foll, je suis sûr que cet homme était de bonne foi, et qu'on voit que la PAC subventionne toujours des agriculteurs qui font beaucoup de labourage et qui dispersent beaucoup de CO2, qui utilisent beaucoup de glyphosate, etc. En revanche, je pense que la crise actuelle, avec l'augmentation faramineuse du prix du gaz, donc des engrais azotés, puisque j'ai bossé à Gaz de France et on vendait beaucoup de gaz aux sociétés d'engrais. Je pense que là, il y a une vraie opportunité, comme l'agriculteur qu'on a vu. Il a eu la grêle, enfin bon, il n'a pas eu les 10 plaies d'Égypte, mais c'est tout ça, la sécheresse, le machin. Et puis finalement, la banque lui a sauvé la mise en lui disant « je ne te donne pas d'argent pour acheter des engrais, des pesticides et compagnie ». Donc il a dit il va faire autrement. Donc nécessité fait loi, et peut-être que la crise qui arrive sur le prix de l'énergie va peut-être faire bouger pas mal de choses, et qu'il y a sans doute là quelque chose à faire en offrant une alternative qui soit économiquement intéressante et écologiquement valable pour tout le monde. Voilà. Oui, je trouve que c'est un moment très fort dans le film quand il dit qu'en fait c'est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver. Au début, on prend ça comme un coup dur, et puis finalement, c'est ça qui l'a permis de lui ouvrir un peu ses œillères sur le champ des possibles. Et je trouve que c'est un moment très, très fort dans le film. Ouais. Oui, merci de dire ça. Je pense qu'il faut être vigilant aussi en même temps, parce que le bio recule en ce moment aussi, parce que les crises ont des effets qui peuvent être contradictoires, mais c'est bien que vous souligniez ça. Merci. J'avais une question. Je ne vous vois pas du tout, donc voilà. Avec les lumières, mais ça y est, là, j'aperçois un micro et un monsieur derrière le micro. On vous écoute. Alors moi, ma question était plus technique, ou surtout en grande culture. A priori, les agriculteurs qui se lancent dans cette technique ont tendance à défendre le glyphosate pour pouvoir remplacer le labour qui détruit les mauvaises herbes, qui nettoie le terrain et qui ont besoin. Alors, je voulais avoir votre avis, ce que vous en pensiez. Alors, c'est vrai, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et c'est ça en grande culture. En fait, soit en grande culture, vous êtes en agriculture bio, et donc effectivement, vous mettez pas d'intrants, pas de produits, mais par contre, vous labourez, parce que sinon, votre champ de céréales, il va être envahi de mauvaises herbes, et donc, en fait, c'est pour gérer les mauvaises herbes. Soit vous vous labourez, soit effectivement, vous êtes en conservation des sols, et vous mettez pas de produits. Et vous ne labourez pas, mais vous mettez des produits. Et effectivement, aujourd'hui, arriver en grande culture à faire les deux, c'est très compliqué. On en a quelques-uns chez Ferme d'Avenir qui sont des pionniers, qui essayent et qui se lancent pour arriver à faire les deux, mais c'est encore techniquement très compliqué, c'est un challenge, et c'est pas encore généralisé, loin de là. C'est plus encore de la recherche, quoi. Les itinéraires techniques sont pas mis au point. Et donc, voilà, c'est choisir entre les deux. C'est pas, voilà, c'est le début, et il y a plein d'agriculteurs qui essayent de chercher, qui font des tests sur leur ferme. Une année ça marche, une année ça marche pas. On en a un notamment qui explique un peu comme il montre dans le film que s'il y a une récolte qui va pas fonctionner d'un point de vue technique, il va faire paître son troupeau pour au moins essayer de le valoriser en tant que fourrage pour ses bêtes, parce que c'est aujourd'hui techniquement pas facile. Ouais. Tout à fait. Oui, parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus d'engrais, il n'y a plus d'outils extraordinaires, qu'il n'y a pas de progrès et de recherche et d'innovation. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'agriculture de conservation des sols, il y a plein de recherches et développements en cours, en fait. Ouais, et puis c'est les agriculteurs eux-mêmes qui sont sur le terrain, qui cherchent et qui trouvent, qui expérimentent. Mais donc, au sein de votre réseau, il y a des gens en grande culture qui conservent les sols et utilisent éventuellement du glyphosate. Qui peuvent, oui, non, enfin, nous, on a quand même pas, on a quand même 80 à 90% de nos fermes qui sont bio. Une partie de celles qui sont pas bio, c'est celles qui sont en fait en bio et qui n'ont pas le label et qui veulent pas le payer pour des raisons politiques ou je ne sais quoi. Après, on en a quelques-uns qui sont justement des innovateurs qui essayent de faire ce qu'on appelle de l'ABC, de l'agriculture bio de conservation.
Donc, comme je vous le disais, en maraîchage, on a tout le mouvement maraîchage sur sol vivant où ça fonctionne bien. En grande culture, c'est encore compliqué, donc on en a quelques-uns qui cherchent. Mais nous, on n'est pas vraiment un réseau de conservation des sols à proprement parler. Il doit y en avoir dans l'eau, dans les milles, qui font que de la conservation des sols et qui mettent un petit peu de glyphosate, mais c'est pas... en général, c'est pas forcément vers notre réseau qu'ils viennent le plus. Ils se dirigent plus vers d'autres réseaux, ceux qui sont purement en conservation. Grande culture, c'est les céréales, céréales, tout simplement. Hein. Encore une question ? Oui. Oui, bonjour. J'ai trouvé le film très émouvant. Je voulais savoir si c'était un choix de ne pas avoir abordé plus la thématique du véganisme et notamment les préjugés sur la culture du soja. Alors ça, je sais pas du tout parce que moi, je fais pas partie du tout de l'équipe du film. En fait, Ferme d'Avenir, on fait partie des associations. On a vu passer le film il y a 2 ans, donc qui était un film donc américain. On avait organisé une grande projection. C'était à la pleine époque du Covid, donc c'était une projection virtuelle. On avait été hyper étonnés. Il y avait 5000 personnes qui s'étaient connectées. Enfin, on n'en revenait pas nous-mêmes. On voyait les chiffres augmenter. On se disait c'est pas possible. Et donc devant ce succès, on a été contacté par donc le distributeur du film qui nous a dit mais il faut absolument le sortir en France, etc. Puis le temps de traduire, de tout ça, ça a pris un peu de temps. Voilà, il sort maintenant. Mais Ferme d'Avenir, on est partenaire du lancement du film, mais on n'est pas du tout impliqué dans sa réalisation. Je pense qu'ils n'ont pas dû vouloir le traiter énormément aussi parce que vous avez bien compris que c'était pas un film contre l'élevage, c'était justement un film qui essaye de à la fois sensibiliser au changement climatique, mais de faire comprendre que voilà, il y a 2 élevages et qu'il ne faut pas forcément arrêter complètement la viande, et en tout cas en fonction du type de viande et de comment elle a été élevée. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que la question du véganisme est tellement sensible et tellement compliquée, même d'un point de vue technique. Enfin, pour revenir avec ce que je disais au début du fait que ce film, en tout cas du point de vue des agronomes de notre asso, il était vraiment solide d'un point de vue scientifiquement. Enfin, d'un point de vue scientifique, ces mêmes agronomes me disent aussi sans élevage, il n'y a pas de futur. On a besoin des animaux. Et c'est vrai que si on veut se passer des engrais, en particulier, oui, c'est ça. Si on veut protéger la biodiversité, protéger l'eau, enfin, je veux dire, si on regarde dans la nature comment ça se passe, dans la nature, il y a des animaux qui vivent, qui circulent, etc. Donc, nous, on n'est pas du tout une association pro-vegan. Par contre, on est pour effectivement un élevage à l'herbe, en pâturage tournant, etc. Oui, alors l'écrasante majorité des agronomes aujourd'hui est dans ce secteur. Il y a un mouvement d'agriculture végane qui est vraiment très petit encore et qui en est aussi au stade de la recherche et du développement. Mais vous vouliez dire quoi en parlant des préjugés sur le soja ? Non, le fait que y a toute la question des OGM, du développement plus de la culture du soja français. Voilà. Et puis après, moi, je pensais plus au côté impact quand on est vegan par rapport au sol, à l'impact du CO2 aussi, par rapport à quelqu'un qui mange de la viande. Je sais qu'il y a énormément d'impact par rapport à ça. En fait, c'est compliqué parce que ça dépend aussi, ça dépend de la viande que vous mangez, mais aussi du soja. Si c'est pour être vegan, mais manger des steaks de soja qui ont été plantés en Amérique latine, oui, l'impact environnemental, il est nul. Si vous êtes vegan et que vous mangez les légumes que vous avez fait pousser dans votre jardin, en fait, de la même manière qu'on a 2 élevages, on peut avoir 2 véganes qui sont complètement différents. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop les étiquettes et j'aime pas trop dire oui pour la viande, oui pour le vegan. En fait, ça dépend comment ont été produits les aliments. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir du film. Il y a un consensus sur le fait qu'il faut qu'on réduise de 80% chez nous, en tout cas en Europe, notre consommation de viande. Ça aussi, il faut le répéter et le redire. Ce qui n'est pas dit dans le film non plus. On ne peut pas avoir demain un régime alimentaire américain. Même si c'est en pâturage tournant à l'herbe, etc., il faut quand même en manger moins qu'un Américain moyen. Ça, et qu'un Européen moyen aussi. Il faut 80% en moins en Europe. C'est ce que disent aussi la plupart des études sur le sujet. Ouais. Bonjour. On entend souvent scander à bas le capitalisme, allons pour la décroissance. Or, le film nous montre que c'est tout à fait capitalisme compatible. On fait une meilleure terre, meilleure qualité, plus de diversité, probablement moins de quantité.
mais que ça génère plus de revenus. Et la façon de convaincre les autres, c'est en leur disant vous allez avoir plus de revenus, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je l'ai pas interprété comme ça. Je pense que c'était plus une manière de dire c'est pas un modèle qui vous emmène dans le mur, parce que c'est aussi ça. Enfin, un agriculteur, il fait ça pour gagner sa vie. Donc c'était aussi vraiment pour montrer que on peut gagner sa vie avec ces pratiques-là. Je pense que c'était plus ça, et sur l'aspect politique de pas vouloir vivre de subventions, mais vivre de son travail. Je pense que le message était beaucoup plus là que dans une vision capitaliste. Après, ça reste un film américain, mais je pense que même en France, les agriculteurs, vous demain, vous allez travailler, vous êtes content d'avoir votre salaire. Donc je pense que c'était vraiment plus les agriculteurs, ils se lèvent le matin, ils n'ont pas envie de vivre de subventions, ils ont envie de vivre de leur travail, de la vente de leur production. Donc c'était vraiment comme ça que je l'ai compris, et je pense que c'est comme ça qu'il fallait le comprendre, quoi. C'était pas forcément produire plus dans un système de fuite en avant, et plus de montrer que c'était un système qui peut à la fois permettre à l'agriculteur de vivre de son métier et aussi de nourrir la population, parce que en général les deux arguments qu'on entend le plus quand on travaille dans l'agroécologie, c'est mais de toute façon on peut pas nourrir la planète comme ça, ou de toute façon les agriculteurs peuvent pas vivre, on gagne pas sa vie comme ça. Donc ça, comme c'est les deux arguments qui reviennent tout le temps, c'était plutôt une manière de contre argumenter ces sujets-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Vous vouliez ajouter quelque chose, ouais. Dans la bande-annonce avant le film, il y a une petite scène où il y a un monsieur d'entreprise qui dit ça on le fera pas parce que financièrement c'est pas logique pour nous. Est-ce qu'on peut se servir de la logique, on va dire, capitaliste actuelle pour que ce qui soit avantageux financièrement aille dans le sens de la planète ? Je suis pas sûre d'avoir compris votre question. Enfin, je pense que si on devait mettre en avant uniquement les avantages de la planète, en fait, on va convaincre que des convaincus. Enfin, vous voyez, on est 30 dans la salle. Il y a les 3/4 de la salle qui sont vides. C'est-à-dire que je pense malheureusement qu'il faut toucher la fibre économique pour toucher tous les autres qui sont pas convaincus. Et là, par exemple, les gens en ce moment, on commence à se poser des questions sur la sobriété, sur le fait d'isoler sa maison, de faire attention à son gaz, à son électricité, parce que ça touche le portefeuille, malheureusement. Alors c'est peut-être presque plus une question philosophique sur la logique humaine ou je ne sais quoi, mais malheureusement, il y aura jamais plus que 10 ou 15% d'ultra convaincus qui le font pour la planète. Les autres, ils s'en fichent. Donc, je pense malheureusement, l'argument économique reste un argument majeur pour convaincre tous les réticents, quoi. Je pense que sans ça, on convaincra jamais la majorité des gens. Et c'est peut-être regrettable, hein, mais je pense que c'est comme ça. C'est une arme. Ouais, c'est comme ça que je le vois surtout. C'est une arme. Une arme. Qu'est-ce qui est une arme, pardon ? Isoler un bâtiment, par exemple, permettra à quelqu'un de ne pas avoir à dépenser en électricité l'hiver ou en air conditionné l'été. Donc, oui. En fait, non, vous voulez dire une arme pour aller dans le bon sens ? Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est là-dessus que je voulais rebondir sur quand j'ai dit à bas le capitalisme, ce qu'on entend souvent. Moi, je trouve que c'est pas une bonne façon de faire les choses. Ah, d'accord. Le système peut être exploité pour aller dans le bon sens. Ouais, bien sûr. Mais je crois que ce film n'est pas très politique, mais l'anticapitalisme, c'est surtout une façon de reconsidérer la répartition des richesses, et c'est pas de dire il faut arrêter d'avoir des revenus et que les paysans aient des revenus. Il faut arrêter que leurs revenus aillent à Monsanto. Ça, oui, ça va être une démarche anticapitaliste. Et je crois que l'agroécologie peut aller dans un sens anticapitaliste, dans le sens où ça rend aussi les agriculteurs plus indépendants économiquement, moins dépendants de moins d'intrants. Si on a moins d'intrants, nous, ça fait partie il y a 2 enjeux dans notre fleur de l'agroécologie, c'est l'autonomie. Donc l'autonomie de la ferme, moins dépendre des intrants, parce que demain, voilà, on le voit en ce moment avec l'essence et le gaz, mais ça, pendant le Covid aussi, la résilience. Nous, on a remarqué, il y avait des fermes qui étaient beaucoup plus résilientes que d'autres dans notre réseau, parce qu'elles avaient des canaux de commercialisation qui étaient plus diversifiés, ou alors elles dépendaient moins des intrants. Alors ça peut être, c'est tout bête, hein. Même sur 2 fermes agroécologiques, même en termes d'intrants,
il y en a qui vont dépendre pour couvrir leur sol du poney club d'à côté, et d'autres qui vont dépendre des feuilles qui tombent dans la enfin, je veux dire, il y a plein de manières d'être résilient sur son territoire, et donc il faut vraiment être connecté. Et effectivement, le capitalisme, on le voit sur la thématique du compost, hein. C'est quand on commence à la carotte et le bâton en même temps que les gens changent. Si on avait dû attendre que tous les gens qui habitent San Francisco fassent du compost tout seuls, ils l'auraient probablement pas fait, quoi. D'où l'importance aussi de travaux sur la comptabilité socio-environnementale, qui sont des instruments pour mesurer la croissance de façon différente, peut-être aussi. Oui, pas forcément la croissance, mais en tout cas, mais en tout cas de la richesse, de la création de richesse, de la préservation du capital, et de la façon dont on mesure les choses. En tout cas, voilà. C'est ça. Mesurer ce qui compte, en fait, et pas mesurer. Et là, effectivement, c'est une approche qui est sur le capitalisme, qui peut être riche. Est-ce que l'heure tourne? Oui, l'heure tourne, et c'est vrai qu'on a des séances qui s'enchaînent. D'accord. Est-ce qu'on doit rendre est-ce qu'il y a encore des questions? Une dernière, peut-être? Une dernière question? Dans l'ensemble, le film vous a plu? Ouais. Okay. Vous avez appris des choses? Juste une remarque. C'est l'agriculteur, c'était l'éleveur américain qui redécouvre le pâturage tournant. Ouais. C'est assez drôle parce qu'en France, il y a un char, il y a dans le Limousin, il y a partout. Quand il y a des pâtures, ça tourne dessus. Oui, je sais pas si ça tourne vraiment, si c'est juste une prairie qui est laissée et où les bêtes sont seules sur une prairie qui fait 5 hectares, ou si c'est vraiment découpé en petits morceaux et où on les bouge tous les jours de manière ordonnée. Moi, je vois beaucoup de grandes prairies où il y a des bêtes qui pèsent. Après, vraiment une grande prairie découpée en plein de petits îlots où elle tourne vraiment de manière... je ne sais pas si c'est si répandu que ça. Avec des tableaux très organisés, etc. On n'est pas obligé de faire des tableaux, mais en tout cas, faut vraiment comprendre la nuance entre une grande prairie où effectivement vous allez voir 50 vaches qui broutent de l'herbe, c'est déjà très bien, mais c'est pas du pâturage tournant, parce que elles sont dans la prairie pendant toute l'année. Alors, à titre personnel, elles tournent, il y en a une qui va brouter un peu là et l'autre un peu là-bas, mais c'est pas ordonné, découpé en petits morceaux où elles vont en fait, c'est pour éviter le surpâturage et éviter qu'elles viennent brouter au même endroit pendant longtemps, quoi. La seule différence, c'est que c'est un problème d'échelle. Là, il y a 30 000 hectares et là, il y a 300. Ah oui, là-bas, nous, ici, une ferme qui fait 300 hectares, c'est une grosse ferme. Eux, là-bas, c'est... Ouais. Oui, mais ça existe depuis. De toute façon, et on le voit sur tout le mouvement écologique, que ce soit même en architecture, en urbanisme, et que tous ces trucs-là, on revient à des pratiques d'anciens qu'on avait justement complètement oubliées. Mm-hmm. Bon, un mélange de tradition et d'innovation quand même, on le voit encore une fois, c'est sûr, l'agriculture en cours, c'est ça, et c'est applicable à tous les domaines, hein. Vous parlez d'architecture, voilà. Merci beaucoup à tous et toutes, merci mille fois pour votre attention et vos échanges.